Hello, hello, bienvenue à la Garageux, on est sur les podcasts épisode 11, salut à toi, Joueur du Clapas, Salut. paye ta règle. Salut, ça va, ouais. Alors, épisode 11, on vous invite évidemment à voir l'épisode 10 qui est sorti la veille de cette vidéo, puisqu'en fait on les a enchaînés. Pourquoi? Parce que on parle de jeux qu'on a joués en ce moment, donc ça c'est un peu l'introduction, c'est l'épisode précédent, où on explique qu'on a donc joué à 5 jeux, donc on vous explique un peu chacun des jeux, et comme l'épisode précédent et celui-ci aussi sont sur des jeux qui sont actuellement en campagne participative, c'est important pour moi en tout cas c'était important de faire 2 épisodes spécifiques sur chacun des jeux, malgré ce qu'on avait dit sur l'épisode précédent, pour vraiment les mettre un peu en lumière en avant la fin des campagnes. Donc là, je vous invite évidemment à voir l'épisode 10 si vous l'avez pas vu, parce qu'on parle de plein de choses et l'amorce de cette vidéo aussi. Et là on continue, on a joué pendant 24 heures et on s'est vraiment bien régalé. Tu m'as fait découvrir plein de jeux et on a joué à un jeu. Donc aujourd'hui là sur ce podcast, on parle d'un jeu où il restera quoi 3 jours au moment où cette vidéo va sortir. Ouais, jusqu'au 30 octobre. Ouais, jusqu'au 30 octobre pour parler de Hellbringer. Alors Hellbringer, c'est un jeu de Maxime qui est canadien, qui est qui parle aussi, il parle à la fois anglais et français. Et à l'époque, alors tu vas en parler aussi parce que toi tu as aussi des affinités avec lui, hein. J'avais reçu à l'époque, en fait, on l'avait reçu sur la chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs en description l'épisode de l'époque, hein, d'il y a, maintenant ça fait quoi, 1 an ou 2 ans? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, tant que ça. C'était tant que ça, purée. 1 an et demi, quoi. J'ai l'impression que c'était il y a 1 an. Ouais, d'accord. 1 an et demi, puis c'était en même temps que la campagne de mon jeu, en fait, de Stigmeria, donc on faisait les 2 campagnes en même temps. Et donc, il a fait c'était un auteur que les gens connaissaient pas spécialement, qui dit, tiens, je vais sortir un jeu de cartes à la Diablo-like, hein, c'est le cas de le dire, Hellbringer. Et il m'avait contacté, on avait fait un épisode ensemble, c'était très sympa, il m'avait envoyé son proto, et après il avait eu la gentillesse de m'envoyer le all-in de son épisode 1, enfin de son premier Kickstarter, et ensuite là maintenant il fait une réimpression, sachant que maintenant il est plus connu, les gens connaissaient pas du tout à l'époque, et les gens qui ont testé le jeu ont été plutôt dithyrambiques, il faut le dire ce qui est, hein. Je sais pas ce que tu me diras, mais les gens étaient très agréablement surpris de ce jeu-là. Au début on disait ouais c'est un Diablo-like, la couverture, ça c'est une copie, encore une 20e copie d'un Diablo en jeu de société qui sera pas terrible, et en fait les gens étaient plutôt surpris. Il n'y en a pas tant que ça des Diablo-like, pardon. Ouais. Dans le jeu de société, il n'y en a pas tant que ça au final, hein. Quand on réfléchit bien. Et encore moins réussi. Ah oui, là, il y a encore, ouais. Et encore que moi j'ai un jeu que j'aime bien, que personne n'aime, qui s'appelle Sanctum. Ah oui, alors là, pour en parler. Le fameux Sanctum, je l'ai vendu avant même de le déballer, quoi. Ah ouais, il fallait pas. Tu vois, je l'ai acheté, il était sous cello, je l'ai revendu direct. Vas-y. J'aime bien. C'est intéressant ça. Et donc effectivement en ce moment il fait la 2e campagne où on peut récupérer la boîte de base parce que les gens pouvaient plus avoir la boîte de base, et avec des extensions, le nécro, tout ça. Et donc moi j'ai reçu l'extension prototype aussi. Donc c'est pour ça que je remercie évidemment Maxime de m'avoir envoyé l'extension et d'avoir pensé à la Garageux. Et tu vas pouvoir parler aussi pour ta chaîne, hein, sur Paye ta règle, parce que toi t'as fait la campagne du jeu, alors t'as plusieurs scénarios, t'as fait plus de 15 parties en solo, et donc t'as même testé en multijoueur avec moi. Je t'ai dit vas-y on teste la version multi du jeu, donc l'avantage c'est que comme j'avais testé une fois déjà avec mon fils, on avait fait une partie à 2, puis la deuxième là à 2 avec toi. Mais moi j'ai pas pour moi Hellbringer c'est un jeu qui a une histoire particulière pour moi, une saveur particulière, parce que moi je l'ai découvert sur ta chaîne quand t'as fait la vidéo avec Maxime. J'ai découvert sur ta chaîne et ça, il m'a tapé dans l'œil ce jeu. Donc qu'est-ce que j'ai fait de suite après? Moi je suis allé pledger le jeu. Donc moi je suis un pledger de la première heure, donc j'avais pledgé le jeu sans trop, en ayant vu quand même tourner, mais sans être sûr, mais il y avait quelque chose qui me titillait dans ce jeu, quoi. Et puis donc voilà, tu sais comment ça se passe, hein, quand tu pledges un jeu, après t'en entends plus parler, ou faut attendre avant d'avoir entre les mains. Et puis bon, les retours étaient on va dire dans le moyen plus, un jeu qui me demandait à être travaillé, tout ça, retravaillé, bon. Et puis ce jeu, personne n'en parlait en fait, et puis les pledges sont arrivés, quoi. Et moi j'ai essayé, ça a été pour moi ça a été une claque ludique, mais vraiment une claque ludique.
énorme. Et puis ce que je me suis mis à faire, c'est que la première version des règles avait des petites anicroches et des petits trucs comme ça, donc moi je me suis pas embêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'on pouvait contacter Maxime par Messenger, donc moi quand j'avais une question sur les règles, je l'ai contacté, et puis je le contactais, puis en plus Maxime il est adorable, il est super disponible, il te répond, c'est assez incroyable. Et donc du coup j'ai posé toutes les questions que j'avais comme ça, puis du coup on a un petit peu discuté. Et moi, ce qui m'étonnait quand son jeu est sorti, c'est que au tout début, personne n'en parlait. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas normal que personne n'en parle. Puis c'est un Québécois, Maxime, et puis j'étais là, mais personne n'en parle, et notamment même les Martins, ils en parlaient pas, quoi. Donc moi, j'ai envoyé un petit message parce que je faisais partie des fans de côté du plateau, et je leur ai dit, mais il y a souvent, vous mettez en avant les jeux québécois, tout ça. Ils ont beaucoup parlé de Maxime Tardif, qui a sorti Hearth, tout ça. Mais pourquoi lui, vous en parlez pas? Et en fait, ils ont répondu, parce qu'en fait, on n'était pas au courant. Et du coup, ils sont rentrés en contact avec Maxime. Il leur a envoyé une boîte, et puis ils ont adoré. Et là, ça a commencé à faire de la mousse, que tout le monde a commencé à en parler. Et Trigan avait reçu aussi. Il a fait sa vidéo. Lui, ça marche de fou. Chaque fois, c'est à coup de milliers de vues, quoi. Et en fait, la sauce, elle est partie comme ça. Puis Ludum a réussi à récupérer un petit stock, je sais pas comment, parce qu'en fait, du coup, tout le monde voulait avoir le jeu, mais en fait, c'était un petit tirage, quoi. Donc finalement, je sais pas comment il s'est entendu avec Ludum, qui a récupéré, de ce que j'ai compris, un petit stock, mais ils ont tout vendu, tout est parti directement, et puis après, il y avait plus rien. Du coup, il y a des gens qui étaient très frustrés, parce que du coup, au fur et à mesure, ils entendaient parler du jeu, ils voulaient avoir le jeu, mais il y avait plus de stock, c'était fini. Et donc, du coup, il travaillait. Moi, il m'avait dit qu'il allait sortir une extension, qu'il travaillait aussi à une amélioration, un rééquilibrage du jeu. Et du coup, moi après, il m'a envoyé la petite boîte d'extension comme à toi. Et du coup, l'aventure Hellbringer continue, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu que j'ai mis quand même pas mal d'énergie à essayer d'en faire parler, quoi. Voilà, c'est un jeu de cœur pour toi. C'est parce que à mon petit niveau, voilà. C'était un coup de cœur. Enfin, ça a été un coup de cœur quand tu l'as vu sur les réseaux, et même c'était un coup de cœur. Et je comprenais pas qu'on n'en parle pas plus. Du coup, on en a parlé énormément. Au final, c'est arrivé et tout le monde en parle. En description, je mettrai tes playlists sur Hellbringer, parce que t'as fait pas mal de vidéos dessus, comme tu disais, parce que tu peux jouer en scénario one shot ou en campagne. Toi, t'as fait toute la campagne. C'est quoi? C'est 7, c'est 10 scénarios, 9 scénarios. Ça 7, on 8, fait 9. Pas le tuto de 9. 9, c'est 9 ou 10. Je sais mais tu peux jouer aussi parce qu'il y a il y a le tuto, le scénario 0, c'est le tuto. Et après, il y a les boss classiques. Ouais, donc t'en as fait pas mal. On va parler aujourd'hui, évidemment, du solo, qui est vraiment quand même le jeu au départ typé vraiment très solo, le côté multi. On va parler vraiment de tous ces aspects-là. Moi, je voudrais juste revenir, parce que comme il y a encore la campagne en cours, juste pour regarder, même encore une fois, là, c'est un podcast, donc vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Donc, il n'y a pas les visuels, mais vous pouvez aller voir tout simplement après quand vous aurez du temps. Regardez les visuels du jeu sur Internet, c'est pas compliqué. En tout cas, il reste, donc tu dis, ça finit le 30. Il y a un Monster Tier qui est à 103 €. Pareil, il faut rajouter la VAT après, où là, ils se disent le complet Hellbringer pour jouer, puisqu'apparemment t'as la boîte de base et les différentes extensions. Donc avec tout le matos qu'il y a, franchement c'est on va me dire oui, c'est que des cartes, mais il y a beaucoup de cartes, et il y a quand même de quoi faire, quoi. Je pense que au niveau du tarif, c'est pas déconnant au niveau du prix par rapport à tout ce qui est proposé. Je sais pas si on clique dessus s'il dirait combien il y a de cartes. Moi j'ai un $1 canadien, moi j'ai mal configuré mon truc, moi. Toi t'as fait moi j'ai un $1 canadien. Il faut juste faire la conversion. Je sais pas s'il y a le nombre de cartes en tout, mais il y en a avec toutes les extensions et tout. Ça il y en a, on laisse tomber, c'est énorme. Il y a pléthore de cartes. Et puis t'as les petits crayons effaceurs pour les petits plateaux, les machins. Donc t'as du matos, les dés, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas déconnant par rapport à tout ce que t'as en il y a quand même aussi on peut dire qu'il gagne la palme, moi, du plateau central, entre guillemets, parce que c'est un petit plateau central, mais le plus épais que de l'histoire du jeu de société. T'as vu comme ça, je sais pas si t'as fait, c'est super épais, là où tu mets les yeux, là, tu sais, oui, tu peux. Après, le côté sympa où t'as tes cartes, je trouvais ça très sympa d'avoir les cartes posées dessus pour pas qu'elles soient plates, pour que tu puisses les voir. C'est une très bonne idée que toi tu m'as dit que tu l'avais pas. J'avais pas compris au début, moi. Moi, j'ai fait 2-3 parties en mettant les cartes à plat, et je sais plus comment j'ai su, je sais plus.
Je crois que c'est, je crois que c'est T'as Maxime regardé qui me quelqu'un l'a et dit. t'as fait, ah tiens, J'ai j'ai pas regardé con. une vidéo. Putain, mais comment il fait? C'est une extension? Ah, mais non, mais putain, il y a une fente. Ah, mais elle est cachée. Je l'aurais pas trouvé non plus, hein. Ouais, toi, tu la mettais dans la mauvaise fente, quoi. Ouais, ça tient pas ce compte jeu. Ouais, c'est ça. Donc on a ça, donc voilà, je pense que c'est un prix assez accessible hein, sur vu la quantité de matos. Ensuite, ceux qui auraient déjà la boîte de base et qui auraient pourraient récupérer donc ce qu'ils appellent l'update tiers qui est à 40 euros. Donc ça c'est pour récupérer parce qu'en fait il y a, comme tu disais, il y a la mise à jour pour mettre à jour l'équilibrage du jeu plus l'extension avec le nécro. Il y a deux, donc sur l'extension il y a deux classes supplémentaires, le nécro et l'alchimiste, c'est ça, voilà. C'est ça. Et t'as des ennemis élites qu'il y avait pas avant et ça 5 ennemis voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus, donc ça c'est déjà beaucoup. Ça fait t'as 5 ennemis élites donc avec une nouvelle méca, c'est pas juste des ennemis que tu mets en plus, enfin il y a une nouvelle méca dans les monstres élites. Tu as également un nouveau type de dés qui font un nouveau type de dégâts, c'est des dés noirs. Ces dés noirs ils ont la particularité de toucher systématiquement, donc tu es sûr de toucher avec ces dés puisqu'ils commencent à 5 et ils frappent plus fort que les autres puisqu'ils vont jusqu'à 15, alors que les dés verts ils font du 0 et du 5 et les dés rouges ils font du 5, 10 et du ouais, ça qui est rigolo, c'est que ça va par 5 quoi, c'est 0, rien du tout, ouais, 5, c'est par 10, 5. 15, voilà, 12. Donc t'as ça, t'as de nouvelles cartes du coup aussi de nouvelles cartes de matériel, de sorts, de tout ça, de gemmes, etc. Et puis il y a autre chose aussi qui m'échappe. Bon, ça va me revenir. Okay. Ça va me revenir. Ah oui. Ouais. Et puis alors moi parce que souvent comme j'ai eu les deux ensemble, j'ai tendance en fait à mêler dans ma tête ce qui est totalement nouveau de l'upgrade. Ouais. Parce que dans l'upgrade, effectivement, enfin j'en parle dans ma vidéo, il y a eu un travail sur le wording, donc il essaye de préciser, de rendre le jeu plus clair dans les petites explications qu'il y a sur les cartes, mais il y a aussi un équilibrage, et notamment un équilibrage au niveau du druide, et que je trouve bien sympathique, bien amené, parce que le druide pour moi on en a jamais discuté avec Maxime, moi c'était la classe que j'avais le moins aimé. Et il me disait qu'effectivement elle était un peu plus difficile à jouer que les autres parce qu'elle joue énormément avec les familiers, et puis les familiers on peut être limité. Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a rendu les familiers un petit peu intéressants à avoir, moins cher on va dire, plus facile à avoir, et du coup, et pour le druide du coup ça le rend beaucoup plus intéressant. Du coup moi j'ai refait une partie avec le druide pour voir, et effectivement ça rend le druide plus sympa à jouer, ça combote mieux, donc ça c'est chouette. Mais sinon on va dire stricto sensu sur bestiaire et sort interdit, c'est la mécanique des élites, c'est les deux nouvelles classes, c'est les dés noirs avec tous les nouveaux sorts et matériels, les nouvelles cartes, les items et tout ça. Les équipements, le jeu c'est du Diablo-like, donc le but c'est du loot, hein, vous avez looté dans le jeu, hein, le loot il y en a beaucoup. Et alors juste, je me permets de dire aussi que on pourrait se dire, mais pourquoi ils proposent obligatoirement le jeu de base et des extensions, parce qu'effectivement on en avait parlé, même quand vous avez la première campagne, les extensions sont presque obligatoires si tu veux profiter du jeu. Tu nous en parleras un peu plus, mais en gros si tu joues qu'avec la boîte de base, tu perds une partie du jeu quand même, hein. Enfin, ouais, c'est dommage. C'est indispensable. Les extensions, chacune amène des choses super importantes. Il y en a une qui t'amène des événements au début de partie et au début de chacun de tes tours, tu vas piocher un événement qu'il faut pas oublier et qu'on oublie tout le temps, voilà, et qui va t'amener quelque chose de négatif ou quelque chose de positif, donc ça te fait de la surprise, donc des fois c'est très pénalisant, des fois c'est très arrangeant, mais t'as aussi des quêtes à l'intérieur, donc ça c'est plaisant. Bah, les quêtes c'est très sympa. L'idée des quêtes, moi c'est ce que j'ai préféré dans ces trucs d'événements, c'est t'as une quête secondaire et tu peux la réaliser. Je trouvais ça très sympa. Et t'as aussi les escaliers, ça c'est bien, c'est-à-dire que ça te rajoute parce que si t'as pas ça aussi, chaque fois que tu franchis un palier, que tu t'enfonces dans le donjon, c'est toujours la même chose, tu vas toujours avoir la même carte. C'est-à-dire, tu pars du cimetière, tu vas après je sais plus où, mais c'est forcément qu'un choix. Alors que là
En fait, avec la mécanique des escaliers, tu remplaces ces cartes de cimetière à abîme, je sais plus ce que c'est, par les escaliers, et tu vas choisir, chaque fois tu vas avoir 2 choix. C'est comme une arborescence en fait. Donc passer le cimetière, tu vas choisir entre crypte ou je sais plus quoi. Si tu prends crypte, après ça va te révéler 2 nouveaux choix et après encore 2 nouveaux choix. Et ces choix en fait, ça va donner les ennemis plus difficiles à voir ou plus ouais, voilà, soit plus difficiles à voir, soit avec ils ont plus de points de vie. Donc ça amène cette petite variété là. Et puis l'extension butin et marchand, ben ça amène la mécanique des marches. Enfin, je veux dire Diablo sans marchand, c'est pas et sans portail, c'est pas donc là tu vas croiser, tu vas mettre des cartes de portail dans ton deck, enfin dans ton deck, oui, dans le deck central, et à certains moments tu vas tomber sur le marchand, donc tu vas aller chez le marchand et tu vas pouvoir choper des objets qui sont généralement, pas toujours, mais un peu plus forts. Et encore que, mais on va dire généralement un peu plus fort que les objets classiques, et tu vas devoir les acheter avec du butin. Et justement, ça rajoute aussi la mécanique du butin, c'est-à-dire que chaque fois que tu tues un monstre, non seulement ça devient un point d'XP, mais tu vas aussi piocher une carte butin. Et c'est avec ce butin-là que tu vas pouvoir, lors des phases de marchand, acheter de nouvelles cartes, et donc continuer à build ton perso en fait. Donc ça, c'est assez indispensable. Ouais, puis après tous ces petits ajouts là, c'est quand même sympa. Ouais, le côté, bon, les élites c'est un petit plus, mais c'est toujours sympa de tomber sur un élite avant de tomber sur le boss final. Le fait qu'il y ait plusieurs choix dans les boss finales, c'est cool aussi. Tu disais même, t'as le côté un peu pas vanilla, mais le côté t'as fini le boss final, tu peux encore essayer d'aller taper encore plus fort à la fin, des trucs complets, les portails secrets. Donc tout ça, ça rajoute dans l'immersion, on va dire, du côté Diablo. Et c'est vrai que c'est très très bien réussi. Donc voilà, tout ça pour dire sur ce 40€. Donc pour ça, c'est pour ce qui est nouveau, mais même le truc de base, le Monster Tier, c'est pour ça qu'il y a les extensions, parce que ça me semble assez indispensable. Après, il propose un all-in solo à 210€. Encore une fois, il n'y a pas la VAT, il n'y a pas les 20% de TVA. Mais, donc si vous voulez jouer en solo avec tout ce qui est les jolis tapis, les jolis petits trucs cosmétiques, enfin tout ce que vous pouvez rajouter vas-y, ouais. Ce qu'il a rajouté aussi, c'est le petit détail mais qui est important, parce que beaucoup de gens l'ont mis dans les points faibles du jeu, c'est au niveau matos. Il y a beaucoup de gens qui ont reproché les dés de bois. Il y a plein de gens qui aiment pas les dés de bois. Donc dans l'extension, les dés noirs, c'est plus des dés de bois, c'est des dés classiques, quoi, un petit peu plus petits que les dés classiques. Et il propose une extension, une mini extension cosmétique. C'est pour avoir les dés verts et les dés rouges, non plus en bois, mais classique, quoi, en plastique. Ouais, t'as ça, t'as le fait de pouvoir pour garder les decks, le fait d'avoir 2 playmats. Ouais. Là, du coup, c'est des playmats, les ennemis et le tapis joueur. Ouais. T'as des sleeves qui sont déjà dedans. Enfin, t'as des tokens en métal, t'as de quoi. Les dés, c'était vraiment le reproche là, que beaucoup ont fait au jeu. Des dés, pour certains, c'était même presque pas des dés, quoi. C'était bizarre, vraiment, ces cubes là. Ben là, il a entendu et il a mis on va dire de véritables dés entre guillemets, même si moi personnellement ça ne m'a jamais gêné. Alors ce que je me demande, c'est update tiers, ça veut dire que si tu prends juste le monster tiers, on est d'accord que t'as accès à tout, t'as déjà accès au niveau gameplay à tout ce qui était ancien et nouveau, hein, parce que tu auras la boîte mise à jour et tu auras toutes les extensions en termes de gameplay pur. Alors attends, j'y suis pas. Parce que tu me dis quoi si tu prends le monstre? Ouais, le Monster Tier, en fait, ça veut dire que c'est la boîte de base qui a été mise à jour avec les nouvelles livrets de règles, avec les nouvelles cartes mises à jour, et en plus, t'as toutes les extensions, les anciennes et la nouvelle extension. Donc, en gros, attends, j'y suis pas retourné là, mais il y a un truc qui me... C'est le Monster... J'ai pas suivi, mais là il y a un truc, t'as vu, moi j'ai niveau monstre, j'ai mis en français, je pense que c'est ça, c'est le niveau monstre, c'est le Monster Tier. Et t'as vu ce qui est apparu, ça y était pas ça au début, là, De quoi? D'accord. Il y a des petits paquets avec écrit tunnel et vermine. C'est quoi ce truc? C'est dans les stretch goals, je pense, parce qu'après moi j'ai pas regardé tous les stretch goals qu'il y avait, il y a peut-être un stretch 3 mini-packs, ça c'est 3 mini-packs, oh là là, ça il me le faut ça. Ouais, c'est des mini-extensions pack, ouais. Un scénario unique et de nouvelles mécaniques de jeu. Oh là là. Ah, ça y est, là, il est à fond, là, on l'a perdu, là. Attends, tunnel et vermine, unique et maudit, double classe et maîtrise. Allez, c'est bon, je prends. Double classe, il fait le système de double classe, j'avais pas vu ça. C'est sympa, hein, c'est chouette.
Ce qui fait que ça permet, ouais, donc allez, voilà, ceux qui viendraient, qui auraient rien du tout du jeu, pour 103 € en termes de gameplay, ils auront tout là en fait. T'as déjà tout en termes de gameplay, donc c'est pour ça que je disais c'est vraiment, vraiment pas, vraiment. Ouais, mais par contre, si tu prenne, moi j'ai le jeu de base, donc il faut que je le prenne. En add-on, tu l'as en add-on. En add-on, tu choisis en add-on, c'est 18 € en add-on, et bim, t'as les trois mini expansions. Et tu vois où ça, attends, parce que tu vois où moi tu descends. Et en fait, 165 niveaux monstres. Et après, exclusive carte 7 et mini add-on. Mettre à jour le niveau. Je vais mettre à jour le niveau. Dans les add-ons en bas, en fait, quand tu descends ta page, tu les... Tout en bas alors. Tout en bas. Après, mais toi, c'est sur le PC, ouais. Moi, je suis sur portable. Pour finir ce qu'on disait, donc sinon, si vous voulez le côté donc cosmétique avec les tapis, les trucs, donc comme on disait, c'était 210 €. Donc ça augmente quand même 200 € le budget. Donc c'est énorme. Et effectivement, c'est parce que t'as tout le jeu qui est presque entre les playmats, les tokens, la piste 2D, les trucs, les machins. T'as beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que ça peut paraître assez étonnant. Mais en solo, si tu veux vraiment te faire plaisir et que c'est vraiment un jeu que tu as envie de poncer, ça peut y avoir un intérêt en tout cas à faire ça, mais c'est bien qu'il ait fait les deux, le côté accessible pour juste avoir les cartes et le côté en fait moi j'ai envie de me faire plaisir sur le jeu parce que je veux tout ce qui existe sur ça pour jouer ou en solo ou en coop d'ailleurs. Moi, ce que je peux dire, en ayant pas mal joué au jeu, il y a des petits trucs qui sont pas indispensables qu'on pourrait ranger dans la section cosmétique qui quand même sont super bien. Je viens de voir alors traduit en français, c'est support de pont, c'est le range carte. Ça c'est quand même pas mal parce que quand tu joues au jeu t'as vu la taille du deck c'est énorme hein. Et là d'avoir et quand t'as besoin de prendre des cartes en dessous parce que dans ce jeu on pioche beaucoup de cartes mais en dessous du deck t'as toujours peur de faire tomber le deck et là en fait le support de pont là, ils appellent ça support de pont mais en fait c'est le range carte quoi. Ça peut être ça m'intéresse également. Et après, si tu veux jouer en coop, parce que donc tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs, t'as le all-in coop avec tout pour jouer évidemment 4 joueurs avec les différents playmats et compagnie si tu veux jouer à plus. Voilà. Donc effectivement après là ça monte pas mal au niveau de après ça monte hein, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça c'est au niveau de la campagne. Après je mettrai en description pour regarder si jamais il y a évidemment quelque chose qui vous intéresse, si les pledges vous intéressent. Voilà, ça c'est pour la description de ce qu'il y a en cours. Donc tu disais on disait c'est vraiment un jeu en fait singulier dans le sens où on va dire Diablo on connaît mais en fait en jeu de société qui apporte ces mécaniques parce qu'il y a du dé mais c'est pas parce qu'il y a il y a du dé mais il y a surtout le plus gros point fort, je sais pas si tu nous diras après les différentes parties mais le gros point fort de ce jeu c'est l'évolution de ton héros rapide et le fait que ton héros en fait il monte en puissance de façon exponentielle très rapidement. À chaque fois que tu vas tuer un ennemi tu vas pouvoir looter des trucs mais en plus tu vas surtout pouvoir à chaque ennemi éliminer la carte de l'ennemi retournée va pouvoir vous servir pour monter une de vos stats de votre personnage, pour avoir plus de d'action, pour avoir plus de boucliers ou plus de points de vie. Et ce qui fait qu'en fait à chaque combat vous allez améliorer votre personnage et vous allez vraiment le sentir parce que ça va vous permettre de pouvoir débloquer de nouvelles cartes compétences qui vont être plus fortes si jamais vous avez tel et tel prérequis. Ce qui fait que t'as vraiment ce côté évolution de perso qui est assez exceptionnel. Et moi j'ai bien aimé aussi le truc côté les équipements qui puissent être de set comme dans Diablo et tout ça ou des équipements plus ou moins. Même si là il y en a pas beaucoup mais il y en a aussi. Il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. T'as failli faire le set complet toi sur la partie qu'on a joué. Ouais, je crois que c'est la première fois que j'ai failli faire le set complet ouais. Vas-y, je te laisse la parole sur ça. T'as pas mal bien expliqué déjà, c'est vrai que le gros point fort du jeu c'est le build de personnage quoi, c'est si t'aimes passer du temps, si t'aimes passer du temps dans les menus quand tu joues à Diablo, je vois pas comment tu peux ne pas aimer Hellbringer parce que c'est ça quoi, c'est j'ai des cartes mince, soit j'ai ce qu'il faut, trop bien, tu jubiles quand t'as ce qu'il faut, tu sais que ça compte bien, soit j'ai pas, mince, je vais essayer de choper des cartes pour avoir ce que je veux. Ça c'est le gros point fort. Et après on parlait d'Ameritrash, oui c'est un jeu, alors moi je trouve qu'il a deux aspects ce jeu, il a un côté Ameritrash dans le sens où tu combats des monstres et tu vas jeter des brouettes de dés. C'est ça littéralement, donc tu vas aller vas-y que je te jette 2 dés et après alors ça c'est le côté vraiment Ameritrash, mais après il y a toute la construction du perso et ça je trouve que c'est assez c'est là où on plonge dans la réflexion. Il y a un aspect souvent qu'on met de côté et qu'on ne parle pas assez, c'est la façon dont on creuse dans le deck de cartes. Oui, parce que c'est très intéressant ça. Ouais. Et là ça demande de faire très attention parce que c'est là c'est ce qui fait c'est ce qui fait que tu vas perdre la partie quoi.
je pense. C'est la façon dont tu creuses dans ton deck de cartes. Parce que si tu fais n'importe quoi, si tu creuses n'importe comment, tu dis, je m'en fous, je joue toutes ces cartes, ou je fais tout ça, et je m'en fous, et ben là, en principe, la partie va vite se terminer. Parce que tu vas te retrouver submergé par les ennemis, et dans ce jeu, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est comme si tu avais un feu, tu sais, sur une gazinière, et que tu cherches à régler le feu vraiment à la bonne température. Tu vois, il faut éviter que ça soit trop, parce que si c'est trop, et si tu augmentes le feu au mauvais moment, ton plat va cramer. Ben là c'est pareil. Si c'est trop, ou si c'est trop d'ennemis au mauvais moment, ça risque d'être la fin, surtout au début du jeu. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que souvent on te demande de piocher dans la pile, la pile principale, hein, où t'as le plus de cartes. Et comme tu disais, maintenant avec toutes les extensions, dans cette pile-là, plus tu vas piocher dans cette pile, c'est un petit peu long dans la mise en place, parce que tu vas devoir la mise en place est un peu longue du jeu. Ce serait peut-être sans défaut, tu reviendras après sur tout ça, mais le fait que tu dois préparer les différents stacks de piles, t'en as 4 au début, que tu dois mettre, 4 ou 5 là. En fait, t'en as 5, mais le 5e c'est les 4 où tu vas mettre à l'intérieur, il y aura un monstre, à un moment donné tu auras un élite, à un moment donné du coup tu auras un portail, tu auras pour aller chercher du stuff, après tu vas avoir tel ou tel truc, où tu vas avoir des combats qui vont être un peu scriptés, ça va être des faciles, après plus dur, donc c'est très bien, ça te permet d'avoir un équilibrage du jeu et pas un truc complètement farfelu. Mais par contre ça vous oblige à dire comment j'épuise plus ou moins vite ce deck du dessus, parce qu'à un moment donné je vais me retrouver à avoir plus rapidement des élites, des monstres à tuer, etc. Et par contre le fait de pouvoir prendre de temps en temps dessous, c'est une très bonne idée, même si c'est un peu chiant. Par contre au niveau rangement, donc c'est que c'est la deck holder, c'est bien, mais sinon tu prends une carte dessous, et quand c'est ça t'es content, parce que tu dis, quand ma carte me permet de prendre en dessous, je sais que je vais pas épuiser rapidement, je vais pouvoir évoluer plus longtemps parce que je prends la carte qui est en dessous. Et donc cette mécanique est sympa de dire je vais essayer de prendre les cartes qui sont dessous le deck, comme ça je suis sûr que vu la pile, ça ira jamais chercher ça va pas me raccourcir mon timer du jeu. Donc c'est une très bonne idée. Ouais, je te laisse Dans ce jeu, comme les monstres, mis à part les premiers, comme les monstres frappent fort et ont des habiletés souvent assez emmerdantes, la strat c'est de taper en premier, quoi. Mais c'est comment je tape en premier. C'est ça. Donc en fait, chaque fois, dans ce jeu, t'as une taille de main maximale qui est de 5 ou 6 cartes, enfin ça peut même monter, ça dépend. Ça veut dire que si à la fin de ton tour t'as des cartes en plus, il faut que tu jettes des cartes de ta main, mais si t'en as en moins, il faut que tu pioches des cartes sur le deck. Et quand tu pioches sur le deck, c'est ce qui t'amène les problèmes, parce que sur le deck, à force de prendre sur le deck, tu as des monstres, tu vas t'enfoncer dans le donjon, donc tu vas faire popper des monstres. Alors que quand tu pioches sous le deck, t'es sûr de pas avoir de monstres, tu vas avoir que des cartes équipement. Donc tu vas essayer de trouver des façons de à la fin de ton tour d'avoir le moins possible de cartes à piocher, et sinon de piocher en dessous. Donc t'as des mécaniques pour ça, des astuces, des systèmes, des cartes qui te permettent et c'est là-dessus que tu vas essayer de jouer, parce que tu vois toujours la prochaine carte du dessus du deck. Donc quand c'est un équipement, ça va, tu te dis j'ai une marge de manœuvre. Quand tu vois que ça va être un escalier, que ça va être un monstre, tu sais que tu vas faire face à un combat. Et le problème, c'est que si la dernière carte que tu prends, elle te fait popper des monstres, après c'est le tour des monstres et ils jouent de suite. Donc ils vont te taper directement. Alors que si tu as une mécanique qui permet de faire le tour des ennemis dans le vide, c'est-à-dire que les ennemis, ils vont pas jouer parce qu'il n'y a pas d'ennemis, donc tu vas piocher un certain nombre de cartes. Ça va être à toi de jouer. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pouvoir squeezer le tour des ennemis. Mais si tu fais ça trop souvent, au bout d'un moment, tu vas accumuler plein de cartes d'ennemis qui vont popper, et là, tu vas te faire submerger. Donc, il faut trouver cet équilibre. Voilà, parce que quand je parlais d'équilibre, de creuser dans les decks, c'est par rapport à ça. Faire apparaître des ennemis pour avoir des ennemis à battre pour gagner de l'XP, mais des ennemis où ça reste gérable. Voilà. Sinon, si par exemple, c'est le tour des ennemis, il y a 4 ennemis qui jouent, là, si t'es pas costaud, si ça arrive pas quand t'as bien buildé ton perso, tu te fais éliminer. Et c'est un très bon point fort du jeu, hein. C'est vraiment un truc, parce que c'est ça qui fait aussi son équilibrage, et le fait que justement faut que tu trouves comme tu disais, le bon dosage dans tout ça, entre je joue plein de cartes, je vais ça plus vite, ou je joue peu de cartes, comment je vais gérer ça et mon évolution. Mais ouais, vas-y.
Mais après, ce qui reste, c'est le côté, oui, c'est vrai que quand tu combats, ben oui, tu lances un dé. Donc si tu fais un mauvais jet, bon, alors t'as quelques façons de relancer. Ouais. T'as quelques façons de relancer, mais c'est pas garanti parce qu'il faut avoir les constructions perso pour, et il faut avoir les cartes. Mais c'est compensé par le fait que dans ce jeu, tu lances beaucoup de dés. Donc, ok, tu veux pas relancer, mais si tu te mets telle habileté, tu vas pouvoir lancer, je sais pas moi, 3 dés de plus, ou 4 dés de plus, parce que t'as fait tel pouvoir, parce que t'as équipé tel machin. Donc ça te rajoute des dés, donc tu peux combiner, t'as des équipements qui te permettent de relancer, et d'autres qui te permettent de lancer encore plus de dés. Donc c'est comme ça que tu te dis, bah après c'est des probas, tu te dis, bon ben, si je lance 6 dés, et si je lance 15 dés, c'est pas la même chose, j'ai plus de chance, évidemment. Mais ça reste quand même des probas. Comme tu as vu, à un moment donné, j'ai lancé 15 dés, j'ai fait presque 15 dés blancs, tu vois, enfin 15 dés blancs où il y avait rien dessus, donc effectivement t'as pas de bol. Ouais. Bah après, parce qu'il y a un monstre qui t'a énervé, mais je comprends, ce monstre, après, il y a deux choses, c'est deux trucs différents. Il y avait le côté de tu lances les 15 dés puis t'as que des blancs. Et après, par contre, vous avez des dés où il y a pas de blancs. Donc après, c'est à vous aussi de dire, bah, si je lance un dé rouge ou un dé noir, c'est pas la même. Donc après, il faut que j'ai des équipements, qui font que j'ai pas que des dés avec des faces blanches, évidemment. Enfin, où il y a des. Oui, donc, mais après, il faut pas être foufou, quoi. C'est-à-dire, si t'as un monstre qui a, je sais pas, je prends un cas extrême, mais t'as un monstre qui a 30 PV, tu sais bien que c'est pas parce que t'as 3 dés rouges que tu vas le battre. Tu vas à la catastrophe. Et après, tu diras, ah, j'ai pas de chance. Bah ouais, c'est sûr que là, tu l'as cherché un petit peu, quoi. Donc, il faut essayer d'atteindre une taille critique pour être quasiment sûr. Même en faisant des blancs de battre. Après, t'es jamais effectivement, de toute façon, tu peux lancer. C'est vrai que théoriquement, tu peux lancer 15 dés et faire 15 trous sur les dés rouges. Ça, c'est oui, effectivement. À côté, faut bien évoluer, faut bien faire évoluer ton personnage, bien récupérer les bonnes compétences les plus optiques de ce que tu aimerais faire, savoir comment tu vas l'évoluer. L'autre côté des monstres cachés, comme tu disais, est assez original et c'est sympa. Le fait d'être obligé de monter dans les stats la vue pour que tu puisses voir le monstre, parce que si le monstre il te tape dessus et que toi tu peux pas lui taper dessus, c'est con. Et donc c'est intéressant comme principe de je vois pas le monstre, je vois le monstre, à quel moment donné je vais monter ma stat. Ah oui, mais là je voudrais monter plutôt mon nombre d'actions. Bah ouais, mais si tu montes ton nombre d'actions et que t'as pas la vue, ça te sert à rien d'avoir 50 actions si tu vois pas le gars. Donc c'est intéressant dans comment je vais développer mon héros pour arriver à gérer au mieux la partie. Ouais, puis il y a des erreurs à pas faire, donc c'est toujours pareil quand on découvre le jeu. En plus, c'est rigolo parce que quand tu découvres le jeu, tu vois cette stat de vision, tu te dis ouais, c'est pas, t'as tendance à la sous-estimer. Enfin, on peut avoir tendance à la sous-estimer. Et en fait, quand tu te manges un monstre que tu vois pas et que lui peut t'attaquer, que tu vois pas, ben tu te dis ah ouais, mince, si j'avais la vision. Tu te rends compte après, tu te dis non, c'est quand même super important la vision. C'est un peu la stat vraiment à ne pas négliger, surtout au début, toujours pareil. Et c'est un jeu qui est, au début, c'est quand même, il faut vraiment faire très attention. Et finalement, comme un Diablo-like, où tu sais ce côté, la difficulté, elle est comme ça. Puis après, quand t'arrives à une taille critique, elle va être tu vas arriver à gérer beaucoup plus de choses. Dans ton progression, ouais. Parce que c'est vrai, comme on disait au début, tu lances 3D, et puis à la fin, moi, je lançais 24D, donc évidemment, avec ton point, avec le moine, le point des cieux, là. C'était assez thématique, et les persos, je trouve d'ailleurs qu'ils étaient bien réussis, parce que moi, j'ai joué le moine, et toi, tu jouais le nécro, la nouvelle classe, la nécro. Moi, c'est une ancienne classe, hein. Oui, vas-y. Première fois que je gagnais avec le nécro. Voilà, parce que j'étais là. C'est ça. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, il y a déjà le fait de la rejouabilité du jeu, parce qu'en fonction des équipements que tu vas récupérer, parce que donc dans le personnage t'as des slots pour tes équipements que tu peux changer, donc en plus t'as des couleurs pour dire bah cette carte là je la mets dans le bouclier, ou ça me prend une arme à 2 mains, ou alors j'ai mes gants, mes potions, mes machins. C'est plutôt bien pensé, c'est pas nouveau, mais par contre ça marche bien dans ce jeu. Et par contre ce qui était rigolo, c'est le fait que moi j'étais un moine, j'avais pas énormément d'équipements, en plus à un moment donné je me suis fait raser tout mon équipement, mais il suffisait que j'ai le bon équipement avec la bonne carte qui va bien. Donc tu peux avoir un truc sur tes équipements de ton personnage, ou les cartes compétences que tu vas tirer. Et ce qui est rigolo dans la rejouabilité, c'est que quand tu vas faire 2 parties, comme la pile est très grosse, et ben tu vas pas avoir les mêmes cartes compétences ou les mêmes équipements, et ce qui fait que tu vas pas jouer exactement dans les mêmes, peut-être des fois dans la même façon, parce que tu auras pas eu les mêmes options. Donc ça c'est plutôt sympa, et tu dis bah ouais, là j'ai eu un super truc de ouf, mais sur la partie d'après c'est pas sûr que celui-là j'aurais un truc un peu différent. Et c'est sympa parce que je me suis retrouvé moi à voir presque à nu, en fait, comme un moine, et moi je voulais être à main nue avec le moine, et à l'arrivée j'étais à main nue avec un truc que j'ai fait x2, j'avais 24 dés rouges, parce que, et j'ai fait effectivement les 140 ou 150 de dégâts sur le boss et tout, ce qui fait qu'il a pas pu contre-attaquer. C'était sympa. Et toi à côté de ça, c'était très thématique aussi avec le nécro. Je te laisse en parler, mais
Bah, le nécro, ouais, j'ai voulu vraiment jouer à la nécro et ça a bien marché. Bon, après, j'ai eu de la chance sur les cartes, mais j'ai pu invoquer, quoi, une armée de squelettes, quoi. En gros, on va dire que c'est ça, quoi. Je me suis retrouvé, alors que normalement, on est limité à un familier. Ben, j'ai joué avec 4 familiers. Moi, je suis monté à 4 familiers. J'avais 2 mages squelettes qui lançaient chacun 8 dés verts. Donc ça fait 16 dés verts. J'avais au début j'avais ma Banshee avec 2 dés noirs. J'avais un autre squelette qui lançait 3 dés rouges. Après j'ai viré ma Banshee, je suis tombé chez le marchand avec Libourse là, qui lançait 8 dés rouges. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être un nécro parce que j'avais une armée de pets avec moi là qui me suivait partout et boum, et je les envoyais, et du coup ça me coûtait pas d'action, ça me coûte d'action juste pour quand je les invoque. C'était vraiment trop bien, j'avais vraiment l'impression de jouer un nécro, et quand je te voyais toi, j'avais vraiment l'impression que tu jouais, d'avoir un moine rapide, pas lourdement équipé, et c'est bien rendu parce que tu pouvais quand même t'équiper de certains objets mais qui ne comptaient pas comme des objets équipés en fait, et tu avais des compétences que tu ne pouvais jouer que si tu n'avais pas d'objets équipés. Et comme certains objets tu les avais mais ils comptaient pas comme équipés, enfin ça combotait super bien. Ça marche bien. Et c'était classe, quoi. Et ce que je voulais dire aussi avec l'histoire des slots que tu disais, ce qui est nouveau dans l'extension bestiaire et sur interdit, c'est que il a sorti quelques objets, il y en a pas beaucoup mais ça c'est nouveau, que tu peux mettre par-dessus. Ouais, que tu peux superposer. C'est-à-dire que normalement quand un slot est pris, il est pris. Par exemple, si tu as un objet sur le slot violet, ben si tu veux mettre un autre objet, ben tu peux pas. Alors qu'il y a quelques objets que tu peux en fait. T'as un objet sur le slot violet, tu peux mettre quand même un autre objet qui va faire violet et bleu. Il va pas te prendre les slots en fait. Ça c'est vachement bien, ça offre encore plus de possibilités. Et on a, bon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en plus tu peux mettre les gemmes comme dans la Diablo, où tu vas avoir certains objets qui sont enchassables, et donc vous allez pouvoir mettre les gemmes pour améliorer vos objets. Ça aussi c'est important à savoir, c'est que vous avez la personnalisation vraiment qui est assez intéressante sur et toi t'as même pu enchasser un objet grâce à une carte qui était pas enchassable normalement. C'est ça c'était chouette. Ça c'est la classe. Donc ça fait vraiment un jeu, comme je disais, ce qui est singulier, qui est vraiment original en son genre, même si du coup le thème est pas original, mais c'est bien, on va dire que c'est bien repris, et la sensation elle est vraiment là, et c'est assez nerveux, la grosse évolution du perso, etc. Et quand tu vas faire tes affrontements, tu disais, nous on a joué en scénario one shot, on a pris un boss, tu peux te préparer quand tu sais que tu vas affronter tel boss, tu pourrais te dire tiens, là dans Diablo je vais taper tel truc, donc je vais mettre tel ou tel équipement pour affronter tel ou tel boss, donc tu peux dire tiens, je vais me préparer de telle façon. Mais quand tu joues en campagne, évidemment t'enchaînes les boss les uns après les autres. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la campagne, de qu'est-ce qui se passe entre chaque scénario, comment ça fonctionne, quel est ton retour toi sur la campagne que t'as fait en complet, justement, parce que t'as fait la campagne complète. Non. Tu joues le même personnage que tu fais entre guillemets reset et évolue en même temps, un peu dans c'est ça. En fait, quand tu fais la campagne, donc tu vas affronter tous les boss du jeu sauf le premier qui est un tuto, donc tu vas commencer par la succube et tu vas continuer. Et en fait, chaque fois que tu gagnes, tu as une espèce de grosse plaquette dans le jeu, et chaque fois que tu gagnes, tu vas cocher un pouvoir, on va dire un passif, une amélioration que tu vas garder pour toute la campagne. Mais en revanche, chaque fois que tu termines un scénario de la campagne, tu resets tout. Voilà. Tu resets tout, tu recommences à zéro. Sauf que tu peux quand même garder, justement, en cochant certains perks, tu peux garder certains objets. Ou une carte objet, ou une carte, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Donc tu vas gagner des perks, quoi, et ça va te donner des avantages particuliers. Tu vas les cumuler comme ça sur la campagne. Par contre, ton perso, ça c'est dommage, mais je sais pas comment il aurait fait sinon, mais il reset, quoi. Ouais. Il reset, sauf ses perks définitives. Mais par contre, parce que tu vois, nous on aurait pu jouer en one shot, on a joué le boss numéro 7 qu'on a gagné, du coup en coop. Mais globalement, puisque c'est progressif, on pourrait tendance à dire que le boss 9, il est censé être plus dur que le boss numéro 1. Si t'évolues dans ta campagne, ça veut dire que toi t'es de plus en plus fort, mais si les boss sont pareils, ça veut dire que dans l'absolu, le jeu est de plus en plus facile. Si jamais il n'y a pas de difficulté qui upgrade au cours de ta campagne. Tu vois, la question c'est... Je dirais pas qu'ils sont plus forts, mis à part à la rigueur le dernier, qui est peut-être un peu, et encore, qui est un peu plus dur. Pourquoi? Parce que le dernier, il invoque la succube. Donc tu te retrouves avec 2 boss. Tu vois. Mais si tu frappes fort, c'est pas, ça fait peur comme ça, mais c'est pas si dur que ça. Mais il invoque quand même 2 boss. Et en fait, je dirais pas que c'est
c'est pas de plus en plus dur, c'est que chacun te propose une méca différente. Donc c'est pas tout à fait la même méca. Il y en a un qui va te faire tomber l'armure, il y en a un qui va devenir plus fort parce que plus t'as de points de vie, je dis n'importe quoi, plus t'as de points de vie ou plus t'as mis de l'XP dans ta vie, plus il va frapper fort, ou plus il va avoir de points de vie, ou plus il va faire ceci, plus il va faire cela. L'autre il va réagir par rapport à autre chose. Donc en fait, ça dépend de ton perso, de comment t'as monté ton perso. Ce qui rend intéressant le fait, justement, que tu reset, et donc, ton perso, tu vas pas le monter pareil parce que le boss est différent. Il te propose, c'est pas qu'il est plus dur, mais il te propose un défi qui est différent. Faut prendre autrement la chose. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et par contre, quand tu joues en campagne, ce qu'il y a aussi, et ça tu l'as pas dans la partie one shot, c'est que t'as une contrainte du scénario. Ok. T'as une contrainte, c'est-à-dire que tu as une mise en place qui peut être légèrement différente, ou alors je sais pas moi, tous les ennemis vont avoir plus 5 points de vie, ou toi tu vas commencer, ou ils auront plus 1 de vision, ou je dis n'importe quoi parce que je les ai pas là en tête ces trucs, ou toi tu vas commencer avec une carte dans une XP dans tel endroit. Donc tu vois, t'as une contrainte différente. Sinon j'allais dire, ça serait plus facile de jouer en campagne parce que toi t'as un petit bonus de l'épisode précédent, et si le boss il est pareil que si tu joues en scénario one shot, ça veut dire que c'est plus simple. T'as une contrainte voilà, un effet, ils appellent ça un effet du scénario que tu n'appliques pas en one shot. D'accord. Voilà. Et cet effet, souvent, souvent de mémoire, c'est souvent un effet problématique. D'accord. Voilà. Et alors, j'allais dire. Bon, c'est pas grave, j'allais demander autre chose, mais c'est bon. Ok, d'accord. Sur la campagne, parce que les scénarios durent 2 heures environ. Quand tu joues en solo, hein, c'est 1h30, 2 heures. C'est ça. 1h30, 2 heures. Donc ça fait que globalement, si tu fais 10 scénarios parce que t'as l'introduction, ça te fait une vingtaine d'heures pour faire la campagne totale, un peu moins si. Alors au début, tu commences par le roi maudit là, par le faire ton tuto, après tu te fais ta succube. Alors quand tu fais les parties one shot, il te conseille des persos plutôt que d'autres pour certains boss. Je pense que en testant, il a dû se dire que avec tel personnage, c'était peut-être plus recommandé de jouer tel boss qu'un autre. Faut voir. Je sais pas. Moi, à force d'y jouer, je me dis bon, tu peux faire n'importe quel boss avec n'importe quel perso, quoi. Ça va, quoi. Et alors des fois, le problème, c'est que on pêche à trop préparer, ça peut nous conduire à la défaite. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma première vidéo que j'ai filmée pour l'extension, quand j'ai voulu présenter le perso de l'alchimiste. En fait, j'avais fait un sondage dans la communauté pour savoir quel boss ils voulaient que j'affronte. Ils avaient choisi le dragon rouge, et en fait, le dragon rouge, quand tu l'affrontes, lui, il te fait perdre 40 points d'armure. Tu sais, donc t'enlèves 40 points d'armure. Et donc je me suis dit, bon, non, c'est pas que t'enlèves pas 40 points d'armure, il t'enlève les XP que t'as, je sais pas pourquoi j'ai 40 points d'armure, mais il t'enlève les XP que t'as mis dans tes armures. Ok, d'accord. Donc hop, quand il apparaît, tous tes points d'XP que t'avais en armure, poum. Et moi je me suis dit, bon, ça sert à rien que je mette des XP dans mon armure, parce que quand je vais arriver au boss, il va me les enlever. Sauf que j'avais oublié que, avant d'arriver au boss, faut de la survie jusqu'au boss. Voilà, faut survivre. Et donc, du coup, à ne pas vouloir mettre de points d'armure, je suis resté faible, parce qu'en plus, le nécro, il est relativement faible, et même, il a des sorts qui demandent à rester faible en points de vie. Donc du coup tu compenses ça par l'armure. J'ai pas voulu le faire, donc ça a marché tant que j'ai eu, tu sais, des cartes qui te permettent de te protéger, là, d'annuler les dégâts. Mais à partir du moment où t'en as plus et que t'es submergé par les monstres, c'est rapidement la fin, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et alors toi qui as fait la campagne et plein de scénarios solo, t'as joué tous les persos, hein, d'ailleurs. Est-ce que maintenant à rejouer, tu préfères rejouer plutôt en scénario one shot, c'est-à-dire que la campagne tu l'as faite une fois, c'est bon, ou est-ce que tu vois un intérêt de refaire une campagne en fait par rapport parce que t'as fait la campagne, donc moi j'ai fait la campagne avec le paladin. Mais j'ai joué tous les persos. Le nécro, c'est le seul avec lequel j'avais pas gagné. Là, avec toi, là, quand on a joué ensemble, du coup, j'ai gagné avec tous les persos. À rejouer, non, je ferai là maintenant. La campagne, moi, je pense qu'il faut la faire parce que c'est vraiment bien de faire la campagne. Mais je la ferai qu'une fois. Là, j'ai pas envie de. Je referai une campagne s'il propose. S'il propose autre chose. Mais sinon, là, quand j'y joue, là, je joue des parties one shot parce que j'ai le plaisir de bulle de perso. Et après, c'est bon, quoi. C'est bon. Tu vois, je fais partie comme ça. Et le perso que t'as préféré jusqu'à présent, dans les persos de coup que t'as testé, est-ce qu'il y en a un que tiens, t'as un petit coup de cœur quand même pour, j'ai une idée de ce que tu vas me dire, mais. Je sais pas,
Il y en a pas un que dans les mécaniques, tu dis tiens, ceux-là, ou c'est parce qu'il y en a que t'as moins joué, donc tu les préfères parce que c'est... Il y en a un qui m'a surpris dans sa méca parce que si on prend les deux nouveaux persos, moi clairement, comme ça, moi c'était le nécro à fond, tu vois. Nécro, l'alchimiste, je m'en fous un peu. Et en fait, j'ai pris l'alchimiste, d'ailleurs j'ai la partie que j'ai filmée là. J'ai fait plusieurs parties avec l'alchimiste, dont une que j'ai filmée. L'alchimiste, franchement, au départ, là, si tu prends ces deux cartes, c'est vachement bien, quoi, parce que en fait, il balance des potions, quoi. Ce qui est trop bien, c'est que il balance la potion, donc tu joues la carte. C'est une potion, mais tu les récupères. Et il a une autre potion qui va booster ton attaque. Donc tu fais potion plus l'autre potion qui booste la première potion, tu vas dire ouais mais chaque fois tu joues deux cartes, ouais mais à la fin de ton tour tu les récupères. Donc du coup t'as ta taille maximale c'est plus facile de conserver sa taille de main maximale. Donc c'est vachement intéressant, ça j'ai bien aimé. Sinon le chasseur, je trouve ça vraiment ultra DPS, ultra fort. Okay. Quand tu combotes ça, parce que le chasseur il booste la vue, la vision, et tu peux avoir des armes qui font des dégâts en plus, ou des compétences. Plus t'as de vision, plus ça fait des dégâts. Donc je te dis pas le truc que tu peux faire, c'est dément. En fait, lequel je préfère, je sais pas, il y en a plein. Le sorcier, ça envoie du bois aussi, ça DPS pas mal. Le paladin, c'est un gros tank. Des fois, tu peux jouer, t'es super sécure, t'as l'impression que tu crains plus grand chose, quoi. Ou alors, il faut aller dans le portail secret pour commencer à craindre. T'es vraiment costaud, parce qu'en fait, pareil, là, tu peux avoir des bonus d'attaque avec ton armure. Donc, t'es super costaud, t'as beaucoup d'armure, et en plus t'as d'armure, plus tu frappes fort. Donc t'imagines le truc que tu peux faire. Donc sinon, celui que je mettrais moins, j'avais moins aimé le druide, mais là il remontait dans mon... Ouais, il a remonté. Peut-être le moine un peu moins. Et encore que quand tu l'as joué, t'as vu le moine un peu moins, parce que moi j'aime bien build et m'équiper de trucs. Et lui quand tu le fais, Moi j'ai trouvé justement, c'est rare dans les jeux d'avoir vraiment quelqu'un à main nue. Je trouvais que c'était très bien. Moi je trouvais que la classe était très sympa. Bon, il manque un bard quand même. Il manque le bard quand même. Ça c'est ouais. Mais bon, sur Diablo il y a pas le bard, alors c'est pour ça, tu vois, du coup. Mais c'est bien équilibré, parce que tu vois, je suis bien en peine de te dire. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Bah t'aimes bien tout le monde, quoi. En gros. J'aime bien tout le monde, et même tu vois, avant je dis tu veux jouer avec des familiers, tu joues qu'avec le druide. Mais en fait non, maintenant t'as l'alchimiste aussi. Pas l'alchimiste, le nécro. L'alchimiste, je me disais mais qu'est-ce que ça va donner comment il va faire cette classe, parce que qu'est-ce que tu peux faire avec un alchimiste? Je voyais pas trop ce que tu pouvais faire. Et en fait avec ces histoires de potions, de chaudrons, de machin, fallait y penser, quoi. C'est bien, ça fonctionne en fait. Et toutes les classes elles fonctionnent bien. Et y a pas une classe qui te dit ouais je veux pas jouer ça, c'est nul, quoi. Enfin c'est nul, c'est galère. Non, ça marche bien. Et même le druide là, il a plein d'effets avec ses pets. T'as vu, t'en avais pioché pas mal, toi. T'avais des familiers mais qui fonctionnaient moi je peux l'avoir qu'un avec le druide. J'aimerais en avoir qu'un, mais c'était ouais. Non, bah écoute, moi en tout cas j'ai la partie le jeu en lui-même par rapport à, on va dire, à ce qu'il propose dans la ludothèque, il n'y en a pas d'autres comme celui-ci. Après c'est un jeu, on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu les débats de est-ce que t'aimes ce style de jeu, là c'est une autre question, mais effectivement avec cette vidéo et puis avec toutes les vidéos que t'as fait, si vous voulez voir du gameplay et tout, allez voir tes vidéos tout simplement en description. Mais c'est vrai que le jeu a quand même vraiment ce côté une sensation très agréable de jeu, dans le sens où t'évolues le perso, t'as plein de possibilités, t'as des combats qui sont dynamiques. On parlait des dés, alors moi j'aime pas comme j'ai de la poisse, et tu l'as bien vu, tout le monde le sait, quand je lance les dés, je suis presque que des blancs, donc c'est vrai que quand il y a des dés, moi je suis moins fan en termes quand je fais en multijoueur, ça me gêne moins. En multi, du coup, c'est parce que je suis une aventure, il y a un côté narratif, je rate, c'est pas grave, le pote, il fera à ma place. Mais quand je suis en solo, par contre, ça me gêne plus, parce que si j'ai prévu tout un truc et que je fais que des dés blancs et que je me fais dégommer parce que j'ai fait un mauvais lancer, ça fait un peu chier, tu vois. Alors après, tu peux dire, j'ai qu'à relancer, mais dans ce cas, ça s'appelle tricher. Mais c'est, donc, ouais, il y a le côté, c'est vraiment gros poissard. Après, c'est des probas, donc c'est toujours pareil. Mais il y a ce côté même si t'as bien build et même si t'as tout bien fait, si t'es un poissard, et ça peut faire mal aux fesses. Le jeu, il te permet, alors, de façon pas illimitée, mais il te permet d'être un peu poissard. C'est-à-dire que comme tu sais, quand tu joues, et c'est là on va en venir au deuxième point, au point moins bien du jeu, je trouve, s'il y avait un défaut du jeu, mais le jeu il te permet
Donc je disais, si t'es poissard, t'as quand même, moi ce que j'appelle quand je joue dans mes vidéos, mes assurances vie, j'appelle ça des cartes assurance vie. Et quand tu joues en solo, ou quand tu joues, plutôt que quand tu même à plusieurs, mais t'as une carte qui s'appelle, au début, tu peux, à la place d'un équipement spécifique, tu peux prendre une espèce de potion qui va te permettre d'éviter une attaque quelle qu'elle soit. Et en fait, t'as des cartes comme ça qui te protègent. Donc, si jamais t'es poissard et que du coup ça se retourne parce que t'as pas tué le monstre, du coup, ils vont attaquer à plein de dés et ils te tuent. T'as des cartes qui permettent d'éviter tous les dégâts. Okay. Qui permettent de te donner plus de vie ou de. Ouais. Donc, ça te permet d'avoir. Alors, c'est pas une infinité, mais il faut toujours avoir ça en tête, que il faut rechercher ces cartes, parce que souvent c'est des cartes c'est vrai qu'elles sont pas très sexy parce qu'elles te permettent pas de te builder, mais il faut toujours en avoir une ou deux dans sa main, au moins une. Comme ça au moins tu te dis, s'il y a vraiment un gros problème, j'ai mon joker. C'est comme des jokers en fait. Et voilà. Et quand tu joues en solo, cette carte, la carte de départ tu commences toujours avec cette carte là en plus. Tu vois, en plus de tes cartes de départ, tu commences avec ça parce que tu peux avoir un coup du sort et tu peux mourir de suite dans les 5 minutes. Donc au moins avec cette carte là, maintenant dans la version, je sais plus si dans la version précédente des règles elle était mise, je sais plus, peut-être. Mais enfin en tout cas maintenant là, dans la version 3.2 des règles, tu commences en solo, tu commences toujours avec cette carte. Et ça nous amène justement sur la pratique du jeu. Ouais, alors après juste avant de partir sur la fin de la dernière partie de ce podcast, c'est moi j'avais entendu dire qu'il y en a qui critiquaient le fait qu'il y avait, pour le coup, donc je disais moi ma malchance des dés fait que c'est pas obligatoirement le genre de jeu sur lesquels j'irais au départ, malgré qu'il y a du jeu de cartes. Par contre, les critiques de dire ouais il y a beaucoup de dés, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que au début déjà t'en as pas tant que ça. Par contre, tu vois la grosse évolution parce que t'en as de plus en plus. Et puis il faut choisir évidemment les bonnes couleurs comme il faut. Mais t'as pas 50 lancers. Et ça m'a plu. C'est-à-dire en gros, t'as une brouette de dés parce que tu peux lancer. Bah à la fin, après c'est pas tous les matins que tu veux lancer 24 dés non plus. Hein. Mais tu vas lancer des dés, et évidemment tu as des compétences, et donc tu vas dire bah tiens, cette compétence là, je dépense une action et je vais lancer 3 dés. Hop, si j'ai pas réussi à tuer le monstre avec juste ces 3 dés là, j'ai fait tant de dégâts, je vais pouvoir relancer la compétence d'après. Donc ça permet de splitter un peu et de dire bon, je verrai ce que ça va donner dans mes lancers pour continuer à utiliser d'autres compétences pour lancer des dés. Mais globalement t'as quand même pas 50 lancers, parce que tu pourrais très bien les lancer tous d'un coup si tu estimes que de toute façon le minimum avec une seule compétence tu vas pas pouvoir dans les stats réussir à tuer l'ennemi. Tu sais que tu vas lancer bah du coup directement les dés de X cartes. Et donc j'ai trouvé que bah quand tu lances 15 dés, mais tu en lances 15 dés, tu fais pas des fois t'as des jeux où tu vas relancer 50 fois les dés tout ça. Là c'était pas le cas, et donc ce qui fait que c'était plutôt agréable dans cette côté assez dynamique malgré le fait qu'il y ait des dés. Et donc certains qui pourraient dire ouais il y a trop de dés, il y a pas trop de lancers, il y a beaucoup de dés mais il y a pas tant de lancers que ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais et puis en plus ça renforce le côté entre guillemets immersif, tu sais, du perso qui peut frapper à pleine puissance ou pas à pleine puissance. Parce qu'en fait, des fois, tu vas jeter 5-6 dés, tu fais ton attaque 5-6 dés, mais en fait, t'es beaucoup plus puissant que ça, mais tu te dis non, je vais essayer de détruire ce monstre avec une petite partie de ma puissance, et je vais m'en garder pour tuer un autre monstre. Donc, et après, quand tu peux frapper à pleine puissance, quand t'as un élite ou un monstre, il y a beaucoup de vie, et là, tu peux envoyer ta quinzaine de dés ou ta vingtaine de dés, et là, tu frappes à pleine puissance d'un coup, parce que ça nécessite toute ta puissance. C'est ça je trouve, qui est bien rendu aussi dans ce jeu. Tout à fait. C'est clair. Alors après, moi, je vais vous donner mon avis. Et les monstres aussi. Quand tu disais qu'on fait pas tant de jets de dés que ça d'un coup. Quand les monstres attaquent, tu peux en avoir un, tu peux en avoir 4. Tu fais un seul jet de dés, ils attaquent tous en même temps. Oui, ça c'est super aussi. Ça c'est que des trucs positifs qu'on a dit depuis tout à l'heure sur tout ça, sur les lancers de dés également. J'avais encore un autre truc, mais du coup ça m'est oui, ça y est. Dans les trucs négatifs, on va dire. Là tu parlais tout à l'heure, je vais revenir sur un détail où t'as dit ouais, c'est le monstre qui t'a embêté. Bon après ça fait pas grand chose sur la partie, mais effectivement à un moment donné on s'est retrouvé sur un monstre qui repop à chaque fois, donc qui raise si tu fais pas le bon lancer, et moi qui fais jamais les bons lancers, je crois que le monstre on a dû le taper 7 fois ou 8 fois d'affilée, et là c'était pas juste que bah du coup il est presque invincible, il a pas beaucoup de points de vie, mais c'est surtout que c'était du coup pas très, en termes de mécanique de jeu, j'ai
j'ai pas trouvé de saveur de dire je vais faire 20 fois le même combat. C'était assez redondant, mais c'est arrivé une fois dans tout la game, donc il faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Si tu m'en mets 5 dans la partie, si tu m'en mets 5 dans la partie, ça le fait pas, tu vois. Si je dois relancer 20 fois l'idée parce qu'il revient, tu vois, c'est pas bon. Ouais, parce que c'est le moment, et c'est là où je trouve que ce monstre, il est pas terrible, en fait. Moi, c'est la momie, en fait. Je trouve que ce monstre, il y a un défaut sur ce monstre, c'est qu'en fait, tu perds le contrôle. Voilà, t'as plus le contrôle. Ouais, et là, c'était tu contrôles plus rien. Tu contrôles plus rien, c'est les dés qui contrôlent. Alors, à décharge, hein, il existe des cartes qui permettent d'éliminer des ennemis, de les enlever. C'est-à-dire, t'as pas à les... Quand t'élimines un ennemi, en fait, je sais plus ce que c'est le mot, je crois que c'est éliminé, en plus. Tu n'as pas à lancer les dés. Tu vois, tu le fais sauter. Et tu le fais sauter, tu le fais sortir du jeu. Et bon, il te ramène pas d'XP, me semble-t-il, mais il est plus là. Et donc, contre la momie, tu vois, c'est fait pour des monstres qui sont comme la momie, mais il y en a qu'un qui est vraiment comme la momie. Celui-là, c'est vraiment problématique, parce que c'est vrai, quand tu l'as sur le dos, bon, en même temps, il te fait pas bien mal. Ouais, mais bon, c'est pas intéressant. Le problème, c'est pas que ça se bien mal, c'est qu'en fait, c'est chiant. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu fais, bon, je vais faire 8 fois le combat, il y a pas en termes de mécanique de jeu, je préfère aller faire autre chose dans ma journée que de faire 20 fois le truc, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a fait au moins, 8 ou 9 attaques, hein, enfin, pour pouvoir s'en débarrasser. Et en plus, quand on s'en est débarrassé, c'est pas parce qu'on a bien joué. C'est parce que, on a fait t'as le bon lancer, quoi. Alors après, on peut essayer d'avoir les cartes, mais non plus, tu peux pas les piocher dans le deck comme tu veux, comme ça, quoi. Donc ça marche pas comme ça. Alors, petite chose quand même qu'on n'a pas dit pour les gens qui nous suivent, c'est qu'il y a quand même aussi, je crois que je sais pas si c'est une extension ou pas, mais t'as un âne avec des objets dessus. Donc voilà, et donc ces cartes-là que t'as sur l'âne, c'est intéressant parce que des fois dans la partie, supposons que vous retrouviez sur un ennemi où vous avez pas la vision, vous dites bah tiens j'ai perdu, c'est débile ce jeu, j'ai pas la vision, il fait que de me taper, j'ai perdu à cause de ça et je peux pas avoir des cartes. Vous pouvez durant la partie, si vous avez des équipements avec des bonus en vision et que tu dis bah non j'ai pas besoin d'avoir trop de vision, tu pourrais très bien dire bah je vais filer à mon âne l'équipement qui a de la vision et le jour où j'ai vraiment besoin parce que j'ai besoin de voir plus, je peux la récupérer à mon âne ou faire des trucs en tout cas pour pas te retrouver bloqué. Donc j'ai trouvé que le système de l'âne, même si tu l'utilises pas tant que ça permet quand même d'avoir une espèce de main de côté, un sideboard comme on dit dans les TCG pour pouvoir. Et donc des fois tu dis bah il me sert à rien le sideboard, bah oui mais c'est à toi de t'as qu'à foutre une carte, par exemple il y a de la vision, tu sais que t'en auras peut-être besoin, tu mets une carte à plus 4 de vision à ton âne, l'autre tu la récupères, tu la défausses à la limite et enfin tu vois, et donc c'est intéressant dans le. Ce qui est bien c'est que et quand c'est dans l'âne c'est sécurisé parce que des fois t'as des effets qui te font perdre des cartes en main que t'as pas envie de perdre. Si tu l'as mis dans l'âne, tu sais que elle est protégée la carte. C'est ça. Donc ça, il y a plein de mécas comme ça quand même qui sont intéressantes. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc pour finir sur mon ressenti du jeu, je trouve vraiment que pour les joueurs solo, j'aurais presque tendance à dire que c'est un indispensable pour les joueurs qui jouent solo. Si vous aimez le Diablo-like et que vous êtes joueur solo, évidemment, vous pouvez pas passer à côté de ce jeu-là. Après, si t'es pas spécialement fan du thème, est-ce que ce jeu pour les joueurs solo, il est bien? Bah, ça va dépendre. Bon, je pense que toute la vidéo, ça fait 50 minutes qu'on vous en parle, donc vous savez si ça vous va ou pas. Si vous voulez pas du tout de dés, bah, vous savez que c'est pas pour vous. Si par contre vous aimez bien les dés, bah, je pense que comme tu disais, vous avez de quoi la variance, enfin, en tout cas, la relance fait que vous, à mon avis, vous pouvez tout à fait, profiter du jeu. Et surtout, ce qu'il doit faire, il le fait bien, et donc ce qui en fait un jeu qui, à mon avis, doit en tout cas intriguer ou attiser votre curiosité si vous êtes joueur solo. Après, il vous plaît pas dans ces mécaniques, ça c'est à vous de voir, mais je pense que c'est intéressant par rapport. Moi, je pense que si t'aimes le build si t'es joueur solo et que t'aimes le build de personnage, j'ai envie de dire fonce quoi. Par contre, alors juste pour le film, vas-y, pour le solo toujours. Parle pour le solo et après, mais pour le solo. Pour le solo. Non, pour moi, en solo, c'est un indispensable si t'aimes construire ton personnage. Voilà, si t'aimes les jeux où on construit son personnage, en solo, c'est vraiment top. Moi, j'adore ce jeu en solo. Toi, il ferait partie de tes tops solo, c'est-à-dire en jeu solo, dans les tops d'un jeu, de dire tiens celui-là par rapport à d'autres, je le mets dans un top, je sais pas quoi, top combien. En solo, oui. Ouais, tu mettrais dans un top. En solo, il rentrerait dans mes tops jeux solo, oui. Ok. Okay. Ah ouais, c'est en solo, c'est vraiment pour moi c'est un incontournable du jeu solo. Alors
pour le coup, on en avait parlé, nous. Moi, c'est vrai que moi, en solo, je suis plus jeu vraiment euro, tu vois, enfin euro, très puzzle game, très casse-tête. Donc, autant l'expérience de jeu, de tout ce qu'on a dit, franchement, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est super. Maintenant, dans son expérience dans tout ça, maintenant, moi, en termes de joueur, en tant que joueur, ce que je recherche dans du solo, c'est vrai que je suis très puzzle game, etc. Donc, je sais pas comment, en tout cas, moi, je suis content de l'avoir dans Ludothèque parce que quand j'ai envie de jouer justement un truc un peu moins puzzle, bah, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est bien de l'avoir et je suis content de l'avoir et de pouvoir le sortir en solo. Mais si je devais mettre dans un top, je le mettrais pas dans mon top solo parce que mon top solo ça serait plutôt jeu puzzle game et très euro avec pas de dés parce que voilà, vous me connaissez avec les histoires de dés. Maintenant si Maxime rajoute un bard un jour, on verra. Peut-être. C'est le mec au chantage, tu sais. Si tu mets de toute façon les garageux, si vous voulez être dans les tops, il faut mettre des bards. Mais voilà, donc sans déconner, sinon depuis le début je dis que le jeu est vraiment très bien, très original. Mais par contre c'est en termes de moi, en termes de joueur, de ce que j'aime jouer quand je suis tout seul, j'aime bien avoir le truc très casse-tête, très puzzle, et si je perds c'est parce que j'ai mal joué. Et pas parce que... Alors je peux perdre parce que j'ai mal joué sur un jeu comme celui-là aussi, attention, mais si je perds parce que... Voilà. Je pense que dans ce jeu tu perds plus souvent, pour toi, si tu perds c'est parce que t'as mal joué. Mais tu fais quand même coder des blancs, tu perds quand même aussi, tu vois, genre quand t'as on a fait 3 combats, j'ai fait coder des blancs, puis après tu fais tout ton équipement. Si t'étais pas là quand on avait joué tous les deux, je me serais fait tamer là de gueule, hein, quand même, hein. Tu regardes ma partie, moi, que là, avec le nécro, je perds. J'arrive même pas à l'élite, hein. Mais parce que j'ai mal joué. Mais clairement, c'est pas une histoire si tu veux, le final qui fait qu'à la fin je meurs, les ennemis font un bon jet et me tuent. Ça, c'est la surface des choses. Mais c'est parce qu'en fait, c'est obligé que je me fasse tuer. J'ai pas d'armure, j'ai pas machin, donc forcément, ça finit comme ça. Et l'ennemi, par exemple, j'ai pas eu de cul à un moment donné, je tue pas l'ennemi. Ok, j'ai pas de chance, je le tue pas. Mais j'ai rien derrière, je suis à poil, donc je me suis auto-exposé à ce genre de choses. En fait, c'est que le résultat de mauvaises décisions qui fait que ça au bout d'un moment ou un autre, il y a de fortes chances que ça arrive. Voilà. Donc je pense que la plupart du temps, sauf au tout début, à la rigueur, oui, au tout début de la game, si tu fais que des mauvais jets, après un mauvais jet, hop, t'es contraint d'utiliser ta potion, ton assurance vie, t'as rien qui t'est monté comme comme carte assurance vie, et tu derrière tu fais un mauvais jet sur toi et derrière tu fais des bons jets pour les monstres. Bah, ça veut dire qu'il faut que ça t'arrive plusieurs fois, il faut que t'aies 0 carte de protection. T'as vu les jets que j'ai fait sur les monstres, je faisais des jets de dingue avec des 10, 15, moi je fais des jets blanc, après je tire une carte qui dit tu perds la moitié de ton équipement, du coup t'es tout nu, et là tu fais ça fait mal au cul, quoi. Ouais, mais à un moment, t'as fait attaquer les monstres, là où il y avait 3 monstres, et ils ont rien fait, les monstres, ils ont pas fait grand chose, ça nous a bien aidé. C'est clair. Voilà. Voilà, donc ça, moi je pense que globalement, sur le nombre de parties que j'ai là, j'ai eu des coups durs et j'ai eu beaucoup de chance aussi. Enfin, ça s'équilibre. Mais là où ce défaut, il est le plus prégnant et le plus visible, c'est en début de partie. Je comprends. C'est sur le début de la partie où c'est là où il faut être très prudent. Et il faut pas hésiter à se rajouter de l'armure. Faut faire gaffe. Alors, on a parlé du jeu dans sa globalité, dans les présentations, dans les mécaniques, dans un peu tout, dans la campagne. On a parlé du solo parce que c'est vraiment là où il se démarque le plus, on va dire, hein, sur l'aspect qu'en solo, c'est génial. En plus, tu joues qu'un seul perso, tu joues qu'un seul perso, mais enfin, tu en joues plusieurs. Toi, t'en joues qu'un, tu t'amuses pas à jouer 2 persos de toute façon. Ah non, donc voilà, non. Tu joues qu'un perso. Parce que le jeu, j'aime bien jouer avec plusieurs persos, mais là, ça tu vois, ça s'y prête pas. Donc c'est vraiment un jeu où pour une fois, t'as un héros et il faut jouer qu'avec un seul héros. Quand t'es solo, et donc c'est typé pour ça, et le jeu il est vraiment pensé comme ça. Et par contre il y a après le multijoueur qui est du coop. Je te laisse parler en premier. Moi je trouve que le coop c'est bien dans le sens où si t'es 2 à la maison par exemple et que vous voulez tous les 2 jouer à Hellbringer parce que vous aimez bien le build de personnage, c'est bien, voilà quoi. Mais après le coop il apporte rien de plus, et puis même je trouve que
ça ralentit le rythme du jeu parce que t'attends que l'autre ait joué, après tu joues. Quand tu joues en solo, t'es toujours en train de réfléchir à ce que tu vas faire. Là, il faut que l'autre il va jouer, et en plus ce que tu me disais, enfin tu vas le dire, mais c'est que le premier joueur il peut en fait prendre tuer les monstres ou ça, prendre toute l'XP, et l'autre après du coup il a moins à faire. Mais c'est vrai que tu peux te partager l'XP, c'est-à-dire que si le premier joueur tue un monstre, bon, il peut donner l'XP, mais le problème, comme tu vas dire, l'autre il a l'impression qu'il est un peu spectateur. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est le mec, donne-moi l'XP, c'est le mendiant, quoi, c'est vas-y, file l'XP, ça change, c'est là, c'était très marrant le jeu. Ouais, c'est, en tout cas pour toi, tu me l'avais dit, vas-y. Oui, c'est ça. Quand tu m'as dit, on se fera une partie d'Elbringer, je t'ai dit, ouais, si tu veux, mais c'est pas là où le jeu il brille, quoi. En coop à deux. Moi, je trouve que c'est un jeu vraiment solo, quoi. Mais c'est surtout que, ouais. Et après, moi, pour avoir donné mon avis sur la vision globale du jeu, même si toi tu as joué beaucoup en solo, je dis en fait, pour moi, en fait, c'est le coop, par rapport à tout ce que t'as fait toi, ça apporte rien au jeu, en fait. C'est surtout que ça apporte rien, et voire même, donc c'est ça, moi, je trouve que ça apporte rien, et voire même, enfin, moi, pour le coup, pour vous dire honnêtement, j'ai pas aimé du tout, hein. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça, je parle pas du jeu, parce que du coup, depuis tout à l'heure, je dis tout ce qui est bien dans le jeu, mais le coop en lui-même, j'ai pas aimé. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça très désagréable, et à un moment donné, j'en avais même, ça m'a un peu fatigué. C'est pas que j'allais rage quit pendant la partie, mais non, je dis, ouais, vas-y, on va jouer à un autre jeu, ça me saoule, quoi. Pourquoi? Parce que, comme tu disais, déjà, le premier joueur il peut faire les combats avant, et si ça se passe bien, du coup toi t'arrives, tu dis ouais t'as qu'à te stuffer à la place, ouais d'accord, ça va une fois, mais je pas le stuffer, mais c'est bon. Et la deuxième fois et le troisième, au bout d'un moment tu fais bon, vous êtes gentil, mais voilà, si en plus t'as un peu la poisse et que tu fais pas les trucs, le fait qu'en fait oui tu peux raise l'autre, mais c'est cool en solo, tu peux en multi tu peux raise, ouais d'accord tu peux raise, mais sinon c'est pas un jeu où tu peux soigner, t'as pas tu peux t'échanger des cartes. Tu me disais, mais ce que tu me disais, mais non mais tu vois, mais tu vois, t'as pas le truc de synergie entre les persos. Non, en fait, t'as pas de, c'est juste, ouais, tu peux filer du stuff à l'autre, et en gros, tu fais ton combat, tu le regardes, tu fais bon, c'est bien ton combat, c'est cool. Bon, moi, je vais faire le mien. Et en gros, c'est comme si t'étais deux à jouer en solo à côté. Sauf que t'es deux à jouer en solo à côté, mais t'as pas les avantages du solo. T'as les inconvénients du coop, presque. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, t'attends que le mec il est fait, donc ça peut être plus long, t'as pas la main sur tout, si l'autre il prend l'XP qui veut pas partager en plus, du coup en plus il prend tout, puis toi t'arrives, t'as plus rien, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein. Ou alors tu regardes un combat, puis toi en fait t'es là toujours, et puis tu prends les miettes, et donc à l'arrivée je trouve que ça apporte rien, et voire même il y a pas, alors peut-être... Changer des cartes, voilà, si tu veux, c'est chacun... Moi j'ai pas aimé, quoi, vraiment ça m'a pas plu, quoi, ça m'a vraiment, mais ça veut pas dire que le jeu est pas bien, encore une fois, c'est juste que je dis effectivement, ce jeu-là, jamais, en tout cas en l'état, avec ses règles comme celle-ci, je le sortirai en multi parce que j'ai tellement de jeux que j'ai envie de jouer en multi que je vois pas pourquoi je sortirais ce jeu-là, et surtout qu'en plus il est bien en solo, donc en fait pour le coup je vais pas faire une version du jeu. Voilà. Moi quand j'avais joué avec mon fils en coop, on avait quand même bien aimé. Moi j'aime bien quand même parce que tous les deux on aime bien le build de perso. Et en fait c'est parce que ça nous a permis de jouer ensemble au même jeu. Je veux dire c'est plus ça quoi que c'est pas les mécaniques, tu vois. C'est plutôt que d'avoir deux boîtes, on joue ensemble au jeu, au même jeu, on s'est fait une partie en coop. Mais parce qu'on adore le build de perso, c'est tout, quoi. Mais c'est vraiment mieux en solo. Et en fait, on pourrait dire que ce qui lui manque en coop, ça serait des mécaniques à la Kinfire Chronicle. Ah oui, tu sais, il y en a qui jouent, l'autre il peut répondre, ou il peut te protéger, il peut te rajouter de l'armure, ou à un moment donné t'as un truc où tu vas dire tiens là je vais faire ça, ou alors t'as le mode qui arrive, mais toi je peux intégrer, ou faire un tanking, toi je t'avais dit tiens je suis un guerrier, et toi t'es un sorcier, s'il y a un mob que tu peux pas récupérer, que je puisse le tanker et l'avoir sur mon... Voilà, mais ça c'est pas, le jeu est pas prévu comme ça, parce qu'il est super bien en solo, et comme il est designé pour le solo, c'est normal en fait qu'il n'y ait pas ça, et tant mieux, enfin j'aurais tendance à dire tant mieux. Oui, parce que là tu peux quand même t'aider, te rajouter de l'armure, mais c'est sur quelques cartes, il y a pas de méca vraiment où ça va être constamment. Tu sais, oui, puis c'est après, c'est sur mon tour, je vais le faire. Pendant ton tour, si t'as besoin de moi, je peux quand même pas t'aider. Et oui, il y a que quelques cartes qui le font. Voilà. Donc, moi, pour résumer, je trouve vraiment que c'est un jeu, à mon avis, qui peut faire partie des indispensables des joueurs solistes, parce que il est singulier, parce que il fait vraiment bien son taf, parce qu'il a tout qui est vraiment très chouette, même si moi encore une fois je suis plus joueur euro en solo, mais ça n'empêche pas que je le trouve vraiment très bien pour ça. Et par contre en multijoueur, un point d'interrogation, effectivement il y en a sûrement qui trouveront leur intérêt là-dedans, mais en tout cas moi je suis pas du tout le public cible, et j'arrive pas, même objectivement,
j'arrive pas trop à lui trouver des points positifs pour même si moi je suis pas le public, me dire même si d'autres personnes qu'est-ce qu'ils aimeraient, comme tu l'as dit, je pense que tu l'as cité, hein, mais en fait t'as ce jeu là, t'aimes la bulle de perso et ça te gêne pas de jouer un peu chacun de son côté, ben effectivement t'as l'avantage que tu peux le sortir même si t'es pas tout seul. C'est marrant, moi d'habitude on dit ça le contraire, on dit plutôt un jeu, bon pour une fois tu peux le sortir, enfin c'est un jeu qui est chouette en multi, mais pour une fois tu peux quand même le jouer en solo. Là c'est plutôt le jeu de bon ouais, comme je suis pas tout seul aujourd'hui, je pourrais quand même le sortir à 2 joueurs malgré tout. C'est rigolo parce que c'est un des rares à dire ça, tu vois, de dire bah non, moi je disais souvent, je dis bah un jeu en solo, il est toujours mieux en multi souvent, tu vois, c'est et bah là c'est le jeu, c'est le top jeu de dire bah non ce jeu là franchement pour moi c'est le contraire quoi, c'est bah voilà, enfin je te laisse ta parole. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Surtout pour quelqu'un comme toi qui aime vraiment en parler, toi, t'es plutôt Endeavor au profonde, quoi. Quand tu joues en solo, voilà, le côté casse-tête, quoi. Et là, effectivement, mais c'est vrai que ça, le coop n'apporte rien, si ce n'est que d'avoir l'alibi de dire, bah, il y a un coop, donc ouais, si, on va y jouer ensemble parce qu'il y a on peut y jouer ensemble. Mais ça va pas apporter une meilleure expérience, au contraire, ça va un petit peu la ternir. C'est vrai. Voilà, je sais pas si t'as des mots de la fin pour dans tous les cas vous pourrez voir, je sais qu'après quand je vais sortir cette vidéo 2 jours après, toi la veille de la fin ou la veille de la fin de campagne, tu ressors une dernière vidéo, mais t'as une grosse playlist bien complète que je vous remettrai en description. Donc avec tout ça, je pense que vous ferez votre avis, vous pourrez nous dire en commentaire si vous avez pledgé, pas pledgé, ce que vous en pensez et tout ça, si ça vous a servi. Si vous voulez voir le chasseur, voilà, je vais faire une dernière partie filmée qui sort le 29 avec la classe de chasseur. Donc voilà, si vous voulez voir ce que c'est la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, c'est ce qu'il faut regarder. C'est cool. C'était chouette de le jouer ensemble et puis c'était chouette de faire cette vidéo là sur le jeu parce que bah, Maxime, comme tu disais, c'est un auteur qui est super, c'est un jeu qui est très chouette et donc ça vaut le coup de le mettre en avant et puis de le partager ensemble aussi sur nos avis sur le jeu, c'est chouette, sur les avis différents. Pour tous les joueurs solo. Allez, foncez. Go, Allez, bon courage à tous. Salut. Profitez bien de vos jeux et puis bon courage à Maxime pour la fin de campagne. Bye bye. Bye bye.